ce matin notre voyage dans les écoles de philosophie, au moins pour ce qui concerne la cité d'Athènes, puisque dans les semaines qui viennent, nous verrons qu'est-ce qui s'est passé à Rome, qu'est-ce qui s'est passé à Alexandrie. Mais on va déjà être un petit peu à Rome aujourd'hui, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que pendant toute la période hellénistique et le début de la période de la conquête romaine, un petit peu la période que nous avons vue la semaine dernière, les écoles de philosophie sont encore toutes présentes à Athènes, et exclusivement à Athènes. Et ce qui va se passer à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, donc à cheval sur la fin de la période dite hellénistique. Vous vous rappelez, la période hellénistique, c'est la période qui va de la mort d'Alexandre, le Grand, donc 323 avant Jésus-Christ, la mort d'Aristote, et la fameuse bataille d'Actium en 31, qui voit la conquête romaine sur la Méditerranée. Donc, pendant toute cette période hellénistique, où vont se développer les mouvements stoïciens, mouvements épicuriens, ça se passe à Athènes. Donc, ce qui se passe à partir du 1er siècle avant notre ère, c'est qu'on voit s'ouvrir des écoles de philosophie dans de nombreuses villes de l'Empire romain, jusqu'en Asie, mais surtout, on le verra, à Alexandrie, en Égypte, et à Rome. Et Alexandrie et Rome, donc ce sont les sujets de nos 2 prochains cycles. Cette multiplication ou cette dispersion des écoles de philosophie va provoquer une transformation profonde des méthodes d'enseignement de la philosophie. Donc, je vais consacrer toute l'introduction de mon exposé de ce matin à expliquer ceci. Ça me semble très important pour comprendre la spécificité de l'école néo-platonicienne. Parce qu'aujourd'hui, on traite de l'école néo-platonicienne, c'est-à-dire dans la continuité de Platon, mais avec un Platon revisité entièrement. Pour comprendre la spécificité de ce mouvement, qui va être très très important pendant de nombreux siècles, à Athènes, à Alexandrie, à Rome et bien au-delà, puisqu'une grande partie des penseurs de l'islam vont s'inspirer de la vision néoplatonicienne, donc c'est très important. Donc pour comprendre l'originalité, la spécificité de ce courant, il est bien, je pense, de comprendre en quoi l'enseignement de la philosophie, la transmission de la philosophie va se transformer de manière assez radicale, et il va y avoir un tournant que je vais vous expliquer. Donc, il existe toujours 4 grandes écoles, ou 4 grands courants: le platonisme, l'aristotélisme, le stoïcisme et l'épicurisme, plus d'autres courants, notamment 2 qui sont dominants, qui sont le scepticisme et le cynisme. Et à partir du 3e et du 4e siècle, donc là cette fois, aujourd'hui, c'est de notre ère, à partir du 3e et 4e, on peut dire que le stoïcisme, l'épicurisme et le scepticisme vont peu à peu disparaître, en tout cas vont être beaucoup moins sur le devant de la scène, et ils vont laisser place à ce qu'on appelle justement le néo-platonisme, qui, dans un certain sens, est une synthèse, mais on verra que c'est bien plus que ça, mais on peut déjà dire que c'est une synthèse entre le platonisme, bien entendu, mais aussi l'aristotélisme. Synthèse, platonisme, aristotélisme.
à laquelle vont s'ajouter des éléments spécifiques de ce courant, qui sont des éléments plus mystiques, voire religieux. Alors, les grands noms de ce néoplatonisme, que je vous ai indiqués au tableau, sont, outre un que je n'ai pas noté, il est pourtant le pionnier, le fondateur du néoplatonisme, mais il reste extrêmement mystérieux, c'est le fameux Ammonios Sakas. Ammonios ou Ammonius, selon que c'est grec ou latin, Ammonios Sakas, qui va être le maître de Plotin. Donc, les grands noms de ce néoplatonisme, de ce courant néoplatonicien, c'est Ammonios Sakas, puis Plotin, puis Porphyre, Jamblique, qui vont se succéder les uns aux autres. On les avait déjà étudiés l'année dernière, ou il y a 2 ans. Et puis Proclus et Damascus. Damascus, d'origine syrienne, comme son nom l'indique, va être le dernier grec. Damascios va être le dernier grec de ce courant néoplatonicien, puisque en 529, donc l'école est fermée par décret par l'empereur Justinien, et Damascios et ses compagnons ont donc quitté Athènes pour aller dans d'autres contrées. Mais cette école, ce courant néoplatonicien, va perdurer 1 ou 2 siècles de plus, non pas à Athènes ni à Rome, mais à Alexandrie. Et c'est à Alexandrie qu'en fait on va trouver le sursis de ce courant néoplatonicien, puisqu'il y avait plus de liberté, possibilité de s'exprimer pour ces écoles. Alors, quelle est la nouveauté, quelle est la rupture, quelle est la nouveauté de cette période qui suit la période hellénistique? Comme le dit Pierre Hadot, on peut résumer, on va rentrer dans l'ère du commentaire. Donc c'est ça que je veux développer en introduction pour bien comprendre la pensée néoplatonicienne. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe que l'enseignement des doctrines philosophiques n'est plus dispensé dans des institutions qui gardent la continuité avec leurs fondateurs. Et ça, c'est vrai pour les 4 courants majeurs, platonisme, aristotélisme, stoïcisme et épicurisme. C'est-à-dire qu'il y a une multiplication des écoles ou des institutions où on peut apprendre ce qu'est le platonisme, ce qu'est l'aristotélisme, le stoïcisme, l'épicurisme. Il n'y a plus une seule école qui a été créée par un fondateur et ensuite avec les disciples de ce fondateur, mais une multiplication, enfin une multiplication toute relative, mais quand même, de ces lieux ou de ces institutions qui vont enseigner au moins les discours philosophiques correspondants. Et on va assister à un processus de fonctionnalisation de l'enseignement de la philosophie, puisque il y a un certain nombre de philosophes qui participent au service public, et certains sont même rétribués par la cité pour enseigner la philosophie. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau, puisque on va trouver des philosophes rétribués et par les deniers publics pour enseigner la philosophie, et on va aussi trouver un certain nombre de philosophes qui, à titre privé, créent leur école, leur institution, sans avoir forcément d'ailleurs de successeurs. Donc
il y a ce processus qui historiquement est très net d'un changement dans l'enseignement de la philosophie. Par exemple, on dit que ce mouvement trouve son apogée et sa consécration lorsque l'empereur Marc Aurèle va fonder en 176 4 chaires impériales rétribuées par le trésor impérial où sont enseignées les 4 doctrines dominantes. Donc le platonisme, l'aristotélisme, le stoïcisme et l'épicurisme. Alors pourquoi Marc Aurèle fait-il cela ? Eh bien parce qu'il voudrait faire en sorte que Athènes redevienne un centre important de culture philosophique, ce qu'il avait un petit peu perdu. Et ça a réussi puisqu'il y a un certain nombre d'étudiants qui affluent de nouveau à Athènes, alors que tout le monde allait plus ou moins vers Rome à ce moment-là. En 176. Et ce qu'il faut voir, c'est que ces chaires, c'est un peu comme des chaires d'université, avant la lettre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien ni organique, ni administratif, ni humain, en fait, réel, entre ceux qui vont enseigner dans ces chaires et puis les écoles initiales. Donc il y a une sorte de lien qui était très fort au départ, entre le fondateur d'une école et ses disciples qui reprenaient le fonctionnement de l'école, à la fois dans le discours philosophique, mais aussi le mode de vie. C'est ça c'est là-dessus qu'évidemment ça va être très, très important. Ces chaires sont des chaires, disons, un peu comme des chaires universitaires, où on vient y trouver une connaissance, une culture générale sur ces mouvements philosophiques, mais plus autant une exhortation à un mode de vie. Alors, à côté de cela, il va y avoir une dispersion, donc un phénomène de dispersion de ces écoles de philosophie qui va avoir des conséquences sur l'enseignement lui-même. On peut parler, c'est un terme évidemment plus moderne, mais d'une sorte de démocratisation de l'enseignement, puisque où que l'on se trouve dans l'Empire, eh bien, il n'est plus nécessaire de voyager très loin pour avoir un enseignement sur telle ou telle philosophie. Alors qu'avant, il fallait venir à Athènes, ce qui pour certains était un effort conséquent. Là, on va pouvoir s'initier à telle ou telle philosophie pas forcément dans sa ville natale, mais au moins dans son pays natal. Donc, ces écoles multiples ne sont plus, pour la plupart, en continuité vivante avec les fondateurs. Et comment le sait-on ? On voit un petit peu leur bibliothèque. C'est-à-dire que leurs bibliothèques ne contiennent plus forcément les textes, des leçons, des discussions qui ont eu lieu parmi les différents chefs d'école et leurs disciples. Il n'y a donc plus de chaîne ininterrompue des chefs d'école, des responsables d'école et maîtres d'école. Ça me semble être un point très important qui va avoir évidemment des conséquences immenses. Et donc il y a évidemment le pendant de cela, c'est que les professeurs, les élèves ressentent quand même le besoin de devoir revenir aux sources. Et donc, et c'est là, moi, la conséquence essentielle, c'est que l'enseignement va désormais consister essentiellement à expliquer, à commenter les textes des autorités, entre guillemets. C'est-à-dire que les platoniciens vont étudier Platon, les aristotéliciens vont étudier Aristote, les stoïciens vont étudier Chrysippe, les épicuriens vont étudier les lettres d'Épicure. C'est-à-dire que
il va y avoir quand même un besoin de revenir aux textes fondamentaux. Mais, et c'est là où Hadot a cette expression de l'ère du commentaire, alors qu'à l'époque précédente, l'activité des écoles, comme on l'a vu, pour les écoles classiques et à l'époque hellénistique encore, l'activité consistait essentiellement à former des disciples dans des méthodes de pensée, des méthodes d'argumentation et dans un mode de vie. Là, eh bien, à cette époque, donc plus tardive, l'enseignement d'une orthodoxie d'école va devenir essentiel. C'est-à-dire, il va falloir qu'on sache exactement quel est l'essentiel de l'enseignement platonicien. Et tout ceci va commencer à se figer un petit peu. Et ce que l'on voyait dans les écoles à l'époque classique, même hellénistique, où il y avait des discussions, il y avait des dialogues, il y avait des divergences d'opinion, très, très fortes même. On voit par exemple au sein de l'Académie, Aristote était pas, il a suivi 20 ans l'enseignement, puis après il a fondé sa propre école, donc il n'était pas d'accord, il n'était pas inféodé, et il y avait des discussions très, très animées, puisqu'il y avait des opinions différentes. Là, ce qui se passe donc après cette période hellénistique, c'est que la liberté de discussion demeure quand même, le côté dialogue va perdurer, mais de manière beaucoup plus restreinte. Et on va assister à une sorte de fixation, de cristallisation, un peu d'un dogme qui vient donc de cette discipline du comment, que faut-il penser d'eux. Et donc, la discussion ou le commentaire de texte va devenir une partie essentielle de l'enseignement. On part d'un texte et non pas d'une interrogation sur tel ou tel sujet. Plutôt que de se demander est-ce que l'univers est éternel, une question parmi d'autres, on va regarder dans les textes ce que Platon en pense et quelle est la réponse de Platon et que faut-il penser donc de cette question à travers Platon. Les aristotéliciens vont faire de même avec Aristote, etc. Et donc il va y avoir un changement assez radical dans l'enseignement de cette philosophie. Il faut dire aussi qu'avec le recul des siècles, avec les siècles qui passent, les textes des fondateurs des écoles sont devenus peut-être plus difficiles à comprendre aussi. Et donc, on va se représenter de plus en plus la vérité comme la fidélité à une tradition. Fidélité à une tradition, et cette tradition, elle est issue des autorités. D'où, Platon a dit, Aristote a dit, Épicure a dit, vous connaissez la formule, et bien sûr, on continue à commenter, à interpréter, à se poser des questions, mais il va y avoir l'émergence d'un corpus doctrinal beaucoup plus dogmatique. Alors, pour nuancer ceci, il faut dire que la philosophie continue malgré tout à être conçue comme un effort, comme un moyen de transformation intérieure. Ça, quand même, ça reste un moyen de transformation intérieure, mais il est vrai qu'il y a plus de possibilités à ce moment-là de voir dans la philosophie un moyen de perfectionner sa culture générale, c'est-à-dire de suivre cet enseignement pour la connaissance, pour le savoir, plus qu'un choix de vie existentiel, ce qu'il était vraiment très fortement au départ.
Alors ça, je crois que c'est très très important pour comprendre le processus qui ensuite, de toute façon, perdure, ne va pas s'arrêter. Et on peut même dire que né à cette époque, donc après la période hellénistique, ce qu'on peut appeler une sorte de scolastique, c'est-à-dire un enseignement plus scolaire, une scolastique qui est une sorte de synthèse rationnelle d'un enseignement qu'on discute, qu'on argumente, et on pourrait même penser que la scolastique médiévale, cette fameuse scolastique du Moyen-Âge, va être l'héritière de cette scolastique philosophique qui apparaît donc dans les tout premiers siècles de notre ère. Vous voyez le changement. Alors, il faut aussi quand même préciser, parce que tout ça est évidemment beaucoup plus nuancé que ce que je peux l'exprimer, que le genre littéraire du commentaire philosophique n'apparaît pas à ce moment-là. Il existe déjà bien avant. Il est ancien, ce genre littéraire. Par exemple, un platonicien dénommé Crantor, qui n'est pas très connu, mais il compose vers 300 avant Jésus-Christ, donc en pleine période hellénistique, un commentaire sur le Timée de Platon. Pour dire qu'il y a déjà eu, avant, des commentaires, des écrits, évidemment, sur les textes, surtout des textes aussi complexes que le Timée de Platon, donc c'est pas non plus une totale nouveauté, mais c'est une systématisation qui apparaît à ce moment-là du commentaire de texte, de la discussion à partir d'un texte. On peut dire, et là je suis d'accord avec Hadot là-dessus, que le changement radical s'opère aux environs du 1er siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez, c'est quand même loin. Changement radical s'opère aux environs du 1er siècle avant Jésus-Christ et consiste dans le fait que l'enseignement même de la philosophie prend pour l'essentiel la forme d'un commentaire de texte. 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, on est à cheval sur la fin de la période hellénistique et puis la période romaine impériale qui va suivre. Par exemple, au cours que donne Plotin, donc qui est un des premiers néoplatoniciens, la leçon commence par la lecture des commentateurs d'Aristote et de Platon. Entendez bien, la lecture des commentateurs d'Aristote et de Platon. Et Plotin ensuite propose, à son tour, son interprétation, son exégèse du texte commenté. Donc parfois on revient même pas seulement au texte initial de Platon ou d'Aristote, mais déjà d'un commentateur. Premier siècle avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, c'est énorme parce que là, il y a vraiment un tournant. Et je crois qu'on ne peut pas bien comprendre Plotin, et donc le mouvement et le courant néo-platonicien, si on n'a pas ça en tête. Dans la mesure où, bien entendu, il va y avoir quelque chose d'original dans l'approche de Plotin. Il va recréer le platonisme quelque part, mais il va aussi beaucoup s'inspirer du platonisme et de l'aristotélisme. Et ça, c'est quelque chose qui souvent n'est pas tellement mis en évidence. Et là, pour moi, c'est de plus en plus clair qu'en fait, cette vie selon l'esprit de Plotin, puisque c'est quand même le cœur de son mode de vie, est une sorte de synthèse de la vision platonicienne, de l'ascension vers le bien, mais aussi d'Aristote, avec cette vision d'une sorte de Dieu suprême qui est le un, le bien. Donc, si dans la période précédente,
l'enseignement se transmettait presque totalement de manière orale. Et vous savez que Platon, il a écrit, mais presque à contre-cœur. Parce que pour lui, l'essentiel était dans la transformation que provoque le dialogue en chacun. Et donc, bon, s'il a écrit, c'est parce qu'il a jugé quand même que pour la postérité, il était important d'avoir des écrits. Mais il se méfiait beaucoup de l'écrit. Et ça, il l'a écrit. Puisque les textes écrits tombent dans toutes les mains et pas forcément chez des personnes qui sont préparées, d'où la possibilité de contresens, de mauvaise interprétation, ou au mieux d'inutilité du texte. Donc, si dans la période classique et encore hellénistique, l'essentiel de l'enseignement se fait de manière orale, et on peut dire qu'on apprenait à vivre en dialoguant, dans cette période plus tardive, on apprend la philosophie par la lecture des textes, mais il ne s'agit toujours pas d'une lecture solitaire, c'est-à-dire c'est pas chacun dans son coin qui va lire et commenter le texte, ça se fait en collectivité, et c'est ça la vie de l'école platonicienne à partir de ce courant néo-platonicien. On étudie ensemble, on commente ensemble les textes. Et les cours donc de philosophie consistent dans des exercices oraux d'explication, d'exégèse des textes écrits. Et à partir du IIIe siècle de notre ère, on peut dire que les œuvres philosophiques sont presque toutes la mise par écrit, soit par le maître, soit par les disciples, de commentaires oraux de textes, c'est-à-dire qui sont la compilation de ce qui se passe dans les cours, donc de ces commentaires et lectures de textes, avec des dissertations, ça commence, voilà, donc avec cette discipline qu'on a tous adorée, de dissertation, commentaires à partir d'un texte. Où on ne sait toujours pas aujourd'hui s'il faut donner l'avis dont on pense que c'est celui qui fera plaisir au professeur ou donner son avis plus personnel. Là, ça reste toujours un peu ambigu, l'histoire. Alors, donc, on ne discute plus des problèmes eux-mêmes, comme je disais tout à l'heure, mais de ce que Platon, Aristote, Chrysippe, Épicure pensent de ces problèmes, ont écrit sur ces problèmes. Et comme je disais tout à l'heure, on peut parler donc d'un début de scolastique, dans le sens d'une forme rationnelle de pensée, en tout cas une forme qui se veut rationnelle, de pensée qui s'élabore à partir d'un texte, et surtout d'un texte qui va faire autorité. Voilà. Donc il va y avoir à partir de là le choix d'un certain nombre de textes essentiels pour chaque auteur qui vont faire autorité. Et on va donc privilégier certains textes, et ceux qui ne sont pas privilégiés, eh bien, on va les mettre de côté. C'est-à-dire on ne va pas les étudier, et ils vont ressurgir parfois plusieurs siècles après. Oh, mais finalement, des choses intéressantes. Et c'est ça. Enfin, je trouve intéressant de m'appesantir un peu là-dessus, parce que c'est un phénomène historique. À partir du moment où on sélectionne, et ça c'est vrai pour la philosophie, c'est vrai pour les religions, c'est un phénomène où à partir du moment où on sélectionne un certain nombre de textes qui vont devenir canoniques, qui font autorité, il faut toujours se demander, oui mais et les autres ? Parce que là, c'est la porte ouverte à une sorte de dogmatisation de l'enseignement, c'est-à-dire voilà, on commente et on répète les commentaires, et voilà, c'est un phénomène historique important. Alors, malgré tout, le choix de vie est toujours là, puisque ça c'est très très fort à l'époque de Plotin, encore de Porphyre, mais après, ça le sera de moins en moins. Mais à l'époque des fondateurs de ce courant néoplatonicien, il s'agit encore d'un mode de vie.
Ça, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. C'est-à-dire que ce type d'exercice aussi, de commentaires et d'interprétation des textes, permet de devenir meilleur, plus tempérant, et en commentant les textes, on apprend aussi un mode de vie et une pratique. Donc, ce commentaire de texte est considéré comme un exercice formateur. Ce n'est pas simplement un exercice intellectuel, mais il implique la totalité de l'apprenti philosophe, car c'est, comme le dit Épictète, un exercice de la raison, une invitation à la modestie, c'est-à-dire, voilà, on se coule dans celui qui a pensé, donc, voilà, même, on peut aussi arriver à dire que on ne comprend pas très bien ce qu'il veut dire, et donc on remet le travail constamment. Et c'est aussi un élément de la vie contemplative, une transformation de la vie. C'est-à-dire que, au moins au départ, cet exercice de commentaire, de lecture de texte est un exercice spirituel, comme dirait Hadot. C'est un exercice intérieur, et pas simplement un exercice de connaissance. Il a pour objectif la transformation intérieure de celui qui le fait. C'est ce qu'on va appeler plus tard l'herméneutique, c'est-à-dire à force d'interpréter, de commenter, on va de plus en plus à l'intérieur du texte, dans la profondeur du texte, mais aussi dans la profondeur de soi-même. C'est-à-dire que la lecture du texte transforme. Ça, c'est très très important, au moins au début. Et il y a une citation d'Épictète que je trouve très, très importante. Dans les entretiens, il écrit « Plutôt que de me vanter, quand on me demande de commenter Chrysippe », Épictète est stoïcien, donc là le maître à penser c'est Chrysippe, « plutôt que de me vanter quand on me demande de commenter Chrysippe, je rougis si je ne peux pas montrer une conduite qui ressemble à ses enseignements et qui s'accorde avec eux. » Voilà, donc c'est la fameuse cohérence, vous vous rappelez, stoïcienne, c'est-à-dire, je commente un auteur, mais je dois être à la hauteur, digne, exactement, de celui que je commente. Donc, c'est pas je commente un auteur extérieur à moi, mais ce que cet auteur me renvoie, c'est ce que je dois être, et pas simplement connaître ou savoir, mais être. Donc ça, c'est important. Un autre phénomène qui va apparaître à partir du IIe siècle après Jésus-Christ, donc là c'est plus tardif, c'est que la philosophie va être parfois conçue comme un itinéraire spirituel ascendant. Ça, c'est pas forcément nouveau, mais ce qui va être nouveau, c'est qu'on va hiérarchiser les fameuses parties de la philosophie comme autant d'étapes sur ce chemin ascendant. Vous vous rappelez, par exemple, que chez les stoïciens, logique, physique, éthique étaient imbriquées. C'était 3 disciplines qui étaient totalement imbriquées l'une à l'autre, on ne pouvait pas faire l'une sans l'autre. Ça faisait une sorte d'unité organique. Bon. Là, ça change. C'est-à-dire que, par exemple, et ça c'est celui qui a peut-être été le maître dans cette sorte de hiérarchisation des savoirs, c'est Proclus, qui va écrire sa théologie platonicienne. Théologie platonicienne. Vous voyez ? Théologie platonicienne. C'est drôle comme expression. C'est pas neutre du tout. C'est-à-dire que le platonisme devient une théologie. Ce qui n'était absolument pas au début. Et donc, je crois qu'il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas s'étonner si, bon là j'anticipe un peu, mais si dans l'évolution du courant néoplatonicien, avec des gens comme Jamblique, Proclus un peu moins, mais surtout Jamblique et Damascus, il va y avoir l'introduction de ce qu'on appelle la théurgie dans la philosophie, c'est-à-dire un côté religieux et rituel, calqué sur
les rites religieux. Et pas simplement de la Grèce ou de la Rome antique, mais aussi d'autres religions, notamment du Moyen-Orient ou de l'Extrême-Orient. C'est-à-dire qu'il va y avoir une synthèse des grands courants philosophiques, mais en plus des éléments religieux. Et donc, ça, c'est très intéressant d'assister à cela en parallèle du développement, évidemment, du christianisme. Hein? C'est-à-dire, voilà, il va y avoir, évidemment, des influences. Hein? On est passé de la cité à l'empire. On est passé de la cité à l'empire, voilà, aussi. Hein? Ça, d'un point de vue aussi politique. Donc, un exemple de cette hiérarchisation des savoirs, certains vont dire, oui, l'éthique, c'est au début, parce que ça assure la purification initiale de l'âme. Ensuite, on peut s'intéresser à la physique. Mais vous voyez, c'est chronologique. À la physique, parce que ça invite à se questionner sur les causes transcendantes de l'univers, sur les causes et les lois de l'univers. Et enfin, il y a la métaphysique, là où on débouche sur le grand mystère, hein, le questionnement sur ce qu'il y a derrière ces lois, et la métaphysique qui débouche sur la contemplation de Dieu. Et donc, c'est amusant de voir comment ces trois disciplines qui étaient avant imbriquées, mises sur un pied d'égalité, se hiérarchisent, donc éthique, physique, métaphysique, et pour les différents auteurs, les fameuses autorités, hein, les maîtres à penser, il va y avoir aussi un ordre dans lequel il faut les étudier. C'est là ce que j'appelle la scolarisation de l'enseignement. Voilà, il y a un programme, il y a un ordre. Hein, ça aussi, la fonctionnarisation de l'enseignement, c'est-à-dire voilà, on est payé pour étudier d'abord tel auteur, tel texte, et puis tel autre et tel autre. Ce qui est quand même assez radicalement différent de ce qui se passait au début. Alors par exemple, pour Platon, eh bien, on commence par l'Alcibiade. Alcibiade, bon, assez simple, hein, vous savez, ce jeune fou qui a beaucoup d'ambition, qui va être homme politique, on l'avait étudié, et Platon ou Socrate qui lui dit, bon, mais ok, tu veux t'adresser aux gens, mais qu'est-ce que tu vas leur dire, et quelle légitimité, toi, jeune, tu as pour t'adresser au peuple. Donc la connaissance de soi. Ensuite, on étudie le Phédon. Parce que le Phédon, c'est sur l'immortalité de l'âme, bon, c'est déjà un peu plus métaphysique, un peu plus costaud, un peu plus profond. Et puis ensuite, on va s'attaquer au Timée. Alors là, c'est la création de l'univers, vous voyez, il y a une gradation. Et puis, on va terminer par le Parménide, par le Philèbes, c'est-à-dire là vraiment des traités extrêmement métaphysiques. Hein, le Parménide sur l'un, extrêmement complexe. Donc, voilà, on découpe l'œuvre du maître et on donne un ordre. Donc ça, c'est aussi un exemple parfait de cette scolastique qui se met en place avec un programme très, très précis. Alors, c'est aussi la raison, parce que tout ça, c'est pour mieux comprendre quand même les néoplatoniciens, pourquoi Porphyre, quand il va récupérer les œuvres écrites de son maître Plotin, il va leur donner un ordre très, très précis. Il va hériter d'une cinquantaine de traités et il va les rassembler dans ce qu'on appelle les Énéades. Hein, voilà, les Énéades de Plotin. C'est-à-dire, Énéade, ce sont des ensembles de 9 traités. Énéade, 9. Et ces 54 traités, il va en faire 6 Énéades. Mais cette forme, vous voyez, pédagogique, qui va refléter le cheminement spirituel, ascendant, eh bien, ce n'est pas Plotin qui va donner, c'est Porphyre. Et donc, la première Énéade, les 9 premiers traités vont rassembler tous les écrits qui ont un caractère éthique.
C'est dans le sens où, bon voilà, on commence par l'éthique pour purifier l'âme. Donc, première Énéade, l'éthique. Les deuxième et troisième Énéades se rapportent au monde sensible. Donc là, c'est la physique. Le monde sensible, le monde manifesté, le monde perceptible, voilà comment il est organisé. Et quatrième, cinquième et sixième Énéade, alors là, on touche le cœur de cette vision néoplatonicienne. Quatrième, cinquième et sixième, qui ont pour objet les choses plus métaphysiques. Et c'est là où on va toucher le cœur de la théorie, la vision de Plotin, qui est ce qu'on appelle la théorie de l'émanation. Émanation, ce qui émane de l'unité. Et donc, ça va être l'âme, l'intellect et l'un. C'est-à-dire que là, on est dans une hiérarchie par rapport au processus ascendant. Donc l'âme d'abord, quatrième Énéade, l'intellect, cinquième Énéade, et enfin l'apothéose, la sixième Énéade, l'un. Le retour à l'un, la contemplation de l'un. Donc, vous voyez, ça c'est intéressant, c'est très symptomatique de cette vision de l'époque où on organise, on structure, on présente les traités de manière pédagogique pour celui qui commence par l'éthique, s'intéresse ensuite à la physique, puis à la métaphysique. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la vision de Plotin, Porphyre, c'est à la fois, disons, un épanouissement du platonisme, et avec des éléments donc aristotéliciens, mais aussi une véritable recréation. Une recréation, une création du platonisme et de l'aristotélisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mot même de néoplatonicien est récent. Donc ça c'est très important. Ce n'est qu'au XVIIIe ou XIXe siècle que ce mot de néoplatonicien apparaît. Par des philosophes occidentaux. C'est-à-dire, avant, les néoplatoniciens, ils ne s'appellent pas néoplatoniciens, ils ne se considèrent pas néoplatoniciens. En général, ils se considèrent platoniciens. C'est pour ça que quand on parle de l'académie platonicienne, il faut savoir que, quand je disais qu'elle avait duré pratiquement 1000 ans, qu'elle a connu, évidemment en son sein, ce courant néoplatonicien, et qu'elle a continué à s'appeler l'académie platonicienne, même si elle était dirigée par ce qu'on appelle aujourd'hui des néoplatoniciens. Ça va ? Néoplatonicien, c'est un mot récent. Récent. 18e, 19e, c'est très très récent. Oui, c'est très très proche, parce que ce sont des auteurs qui ont voulu caractériser à la fois la filiation platonicienne, mais aussi ce qu'il y a d'original dans le néoplatonisme qu'on ne retrouve pas dans le platonisme. Donc le terme néo, qui est aujourd'hui très, très répandu. Mais les néoplatoniciens, pour eux, ils étaient des platoniciens. Alors, l'école néoplatonicienne. L'école néoplatonicienne, qui donc se réclame de Platon et dont le fondateur est Plotin. 205-270, donc de notre ère. Là maintenant, on avance dans le temps. On sait très très peu de choses de la vie de Plotin, puisque Plotin était quelqu'un d'extrêmement discret, qui n'attachait que très peu d'importance à son corps physique, à sa vie. Il a toujours refusé que l'on fasse son portrait, et il tenait caché son lieu de naissance, sa généalogie, enfin, tout ce qui se rapportait à sa vie personnelle, terrestre. Ouais. On sait quand même qu'il serait né en Égypte, dans une petite ville qui est aujourd'hui Assouan, donc en Haute-Égypte, de parents romains,
Et à 28 ans, attiré par la philosophie, il suit des cours à l'école d'Alexandrie. Il étudie la philosophie donc auprès de ce maître Ammonios Sakas, qui, dit-on, nourrissait une très grande admiration pour la spiritualité, la philosophie orientale, notamment des brahmanes hindous. Ça aussi c'est important pour comprendre la fascination et l'amour de Plotin pour tout un aspect mystique, parce que c'est ça qui va être introduit avec le courant néoplatonicien, une mystique qui n'est pas proprement ni platonicienne ni aristotélicienne, mais beaucoup plus moyenne orientale, voire orientale, carrément. Il est désireux de connaître la philosophie des Perses et des Hindous, et il va participer à la campagne de Gordien III contre les Perses, pas simplement pour faire la guerre, pour défendre son pays, mais pour être en contact avec cette mentalité, cette vision, cette philosophie des Perses. Après la défaite de Gordien, il se réfugie d'abord à Antioche, puis à Rome, où il va enseigner de nombreuses années. Donc en fait, c'est à Rome que Plotin va exercer. Son métier d'enseignant de philosophie et surtout de directeur de conscience et d'éducateur. Puisque c'est essentiellement cela qu'on retient de sa vie. Son enseignement était ouvert à tous et il apparaît comme professeur, enseignant de philosophie, mais surtout directeur spirituel. De grandes familles d'aristocrates romains vont lui confier l'éducation de leurs fils, où il y a même un certain nombre d'orphelins dont il va s'occuper, dont il va suivre l'éducation. Il commence à écrire autour de 253. Et en 263, donc seulement 7 ans avant sa mort, arrive à Rome un élève athénien, Porphyre, à qui nous devons la transmission de son œuvre. Donc Porphyre va connaître Plotin seulement pendant 7 ans, oui, c'est quand même peu, mais c'est Porphyre qui va, à sa mort, à la mort de Plotin, mettre en forme les traités, les écrits de Plotin, et c'est grâce à Porphyre qu'on a la transmission de son œuvre. En 268, sa santé devient très, très faible, son état s'aggrave, il faut dire qu'il suit aussi une ascèse extrêmement rigoureuse, et en 269, il quitte Rome, il va s'installer chez un ami en Campanie, et c'est là qu'il meurt, donc l'année suivante. Il laisse le souvenir, dit-on, d'un homme d'une bonté extrême, d'une infinie douceur, d'une droiture sans égale, ainsi que d'une intelligence supérieure. Pour mieux connaître Plotin, je vous conseille vraiment le livre de Pierre Hadot, La simplicité du regard, qui est un très 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 joli petit ouvrage, très, très facile à lire, sur Plotin. Donc son école va se développer pendant les 2 siècles suivants et, comme je disais tout à l'heure, va se poursuivre au-delà de la fermeture de l'école en 529 par Justinien, donc à Alexandrie. Alors, le mode de vie préconisé dans l'école de Plotin, parce que là, encore au niveau de Plotin et Porphyre, j'insiste, on parle vraiment d'un mode de vie philosophique, c'est vivre selon l'esprit. Vivre selon l'esprit, c'est le mot d'ordre du mode de vie plotinien. Et c'est une expression qu'il n'a pas inventée, puisqu'on la trouve chez qui ? Chez Aristote, déjà. Vivre selon l'esprit. C'est-à-dire selon la partie la plus haute, on va détailler ça tout à l'heure, la partie la plus haute, la plus élevée de son âme, c'est-à-dire l'intellect.
l'intellect. Vivre selon l'esprit, c'est vivre selon l'intellect. Je détaillerai tout à l'heure qu'est-ce que Plotin, Porphyre et les successeurs veulent dire par là. Il reprend donc ce thème d'Aristote, Plotin le reprend, mais aussi Porphyre, où il ne suffit pas d'acquérir des connaissances, mais il faut que ces connaissances deviennent nature en nous. C'est-à-dire que ces connaissances croissent, quand on les intègre, qu'on se les approprie, qu'elles croissent avec nous. Et Porphyre dit qu'il n'y a de contemplation, parce qu'on va trouver cette notion de contemplation, comme chez Aristote. Vous vous rappelez le mode de vie théorétique, la théoria. Et la théoria, c'est pas la théorie, c'est la contemplation. Donc on va trouver ça chez Plotin, chez Porphyre, la contemplation qui ne se produit que lorsque nos connaissances deviennent en nous vie et nature. Donc, vous voyez, ce n'est pas une contemplation abstraite. C'est en fait cette théoria, ce mode de vie théorétique d'intégrer les connaissances, d'intégrer les lois de la nature en nous. La contemplation n'est donc pas une connaissance abstraite, mais elle est transformation de soi. C'est-à-dire, comme on le verra tout à l'heure, quand il y a contemplation de l'âme vers l'intellect, lorsqu'il y a contemplation de l'intellect vers l'un, vers le bien, eh bien, il y a mutation, transformation, conversion, le fait de tourner le regard vers. Conversion, qui est un terme qui ensuite est utilisé par les religions, et qui est un terme aujourd'hui beaucoup plus utilisé dans le contexte religieux que philosophique, évidemment. Mais là, dans la vision d'Aristote, de contemplation, et qui va être repris par les néoplatoniciens, on a vraiment cette conversion du regard, cette conversion de la vie, où on ne vit plus de la même manière. Comme le dit Porphyre, dans son traité de l'abstinence, parce que le mode de vie plotinien va être aussi rigoureux, aussi ascétique que celui des stoïciens et des épicuriens. Là, oh là là, Plotin va pousser l'ascèse à un point extrême, presque au point de ne plus se nourrir. Et là, c'est vrai qu'on retrouve des éléments proches de l'ascétisme hindou. Même plus de l'écaillé. Oui. Alors là, le pot de l'écaillé, c'est bonbons pendant une année, au moins. Là, c'est extrême. Et donc, Porphyre va écrire, lui, un traité de l'abstinence. Donc, vous voyez aussi, après la filiation avec, par exemple, le mode de vie des ermites chrétiens ou certains monastères. Alors, Porphyre, il écrit « Si le bonheur s'obtenait en enregistrant des discours, il serait possible d'atteindre cette fin sans avoir le souci de choisir sa nourriture ou d'accomplir certains actes. Mais, puisqu'il faut changer notre vie actuelle pour une autre vie, en nous purifiant à la fois par des discours et par des actions, examinons quels discours et quelles actions nous disposent à cette autre vie. » Vous voyez, là c'est intéressant parce qu'on voit bien que le mode de vie donc néo-platonicien, c'est des discours et des actions. Donc un corpus doctrinal, théorique, mais aussi des actes cohérents par rapport à ce corpus. Et choisir sa nourriture, c'est vrai que
par exemple, bon ça c'est un peu anecdotique, mais il était conseillé d'avoir un régime alimentaire végétarien. C'est vraiment un exemple parmi d'autres. Moi, je n'accorde pas une énorme importance à ce genre de conseils, mais c'est quelque chose d'assez connu chez les... Donc, Porphyre va décrire le mode de vie propre aux philosophes. Se détacher de la sensation. Vous voyez, c'est ça l'ascèse. Ascésis, hein, on s'exerce. Se détacher de la sensation. Se détacher des passions. C'est un programme qui va vous plaire. Se détacher de la sensation, des passions. Ne donner au corps que le strict nécessaire. Se retirer de l'agitation de la foule. La vie contemplative est une vie ascétique. Alors, cette vie ascétique a une finalité en elle-même. En elle-même. Elle est destinée à faire que l'âme soit constamment attentive au monde supérieur et pas aux tentations du monde terrestre. Ça, c'est quelque chose qui est très clair dans la vision de Plotin, qui considère que l'âme humaine, elle est tiraillée entre deux orientations possibles. Soit regarder vers le haut, vers là d'où elle vient, vers l'intellect. C'est ce que plus tard les philosophes vont appeler la Vénus Urania. Vénus, c'est la psyché, hein, c'est l'âme. Urania, d'où uranienne, c'est-à-dire céleste. La Vénus Urania. Ou bien céder aux passions, aux plaisirs, aux tentations du monde terrestre manifesté, qui vont appeler la Vénus Pandémos. Qui c'est qui disait ça? C'est tous ceux qui vont commenter Plotin, mais à partir du linéaire. Donc l'âme, la psyché, soit c'est la Vénus Urania, la Vénus céleste, ou la Vénus Pandémos. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver à la Renaissance chez les peintres. Vous vous rappelez ce qu'on avait vu sur Botticelli, où il y a ces multiples facettes de la psyché, qui peut, vous savez, la psyché, c'est ce qui va donner aussi le nom à ce miroir qui bascule. Et donc, selon l'orientation qu'on va donner au miroir, qu'on va donner à l'âme, elle va soit regarder, refléter les réalités célestes, c'est la Vénus Urania, soit elle va regarder vers le monde concret, c'est la Vénus Pandémos. Donc, quand on parle de purification de l'âme, chez Plotin et les néoplatoniciens, c'est de faire en sorte que l'attention, l'apostrophe attention, que l'attention de l'âme soit toute concentrée sur le monde céleste, sur le monde originel, et pas le monde terrestre que va produire l'âme, puisque l'âme est dans une situation intermédiaire entre l'intellect, d'où elle est issue, et le monde terrestre qu'elle va animer. On verra ça avec l'émanation. Donc, c'est une attention, une vigilance permanente qui est extrêmement stricte chez les plotiniens. Comme Porphyre le note dans sa vie de Plotin, Porphyre va écrire une œuvre très intéressante, La vie de Plotin, donc la vie de son maître, et il dit « Son attention à lui-même ne se relâchait jamais, sinon pendant son sommeil. Que
qu'empêchait d'ailleurs la maigre chair qu'il faisait. Hein, souvent, il ne prenait même pas de pain, c'est vraiment un régime, même pas végétarien, là, totalement ascétique. Et il a continué l'orientation de sa pensée vers l'esprit. Donc là, vous avez quelques lignes sur voilà, le mode de vie que Plotin, au moins, s'appliquait à lui-même et qu'il préconisait, bon, avec quelques aménagements pour ses disciples. Ce qui n'empêche pas de s'occuper d'autrui, comme je disais tout à l'heure, il est le tuteur de nombreux enfants que des membres de l'aristocratie romaine lui confient, soit de leur vivant, soit à leur mort, et Plotin va vraiment s'occuper très activement de leur éducation. Donc il apparaît ici que cette vie contemplative, cette vie ascétique, n'abolit pas le souci pour autrui. Il était présent, ça c'est ce que Porphyre écrit de son maître, il était présent tout à la fois à lui-même et aux autres. Et quand on dit présent à lui-même, c'est, comme on vient de le lire, présent à l'intellect qui est en lui. Il y a eu une émanation qui s'est faite par étapes, à partir de l'unité, à partir de l'un, qu'il va aussi appeler le bien. Donc là, on voit la filiation, par contre, platonicienne, l'un, le bien, qui va ensuite être l'objet d'une émanation. Ça, c'est l'originalité de Plotin. C'est pas une création, c'est une émanation, c'est-à-dire comme un rayonnement. C'est pour ça que l'image qui va être donnée, c'est associé à l'un ou au bien, comme chez Platon, c'est le soleil. Parce que le soleil, du soleil va émaner de la lumière, de la chaleur, même si ce n'est pas le soleil qui le décide. C'est presque, malgré lui, hein, comme un phénomène de surabondance, hein, d'énergie, de rayonnement. Et donc, il va émaner de cet un bien, un deuxième élément, qui est l'intellect. L'intellect. Et l'intellect, à son tour, va être le support de cette émanation, de ces rayonnements. Et de l'intellect va surgir l'âme. Et l'âme va donner naissance au monde terrestre. Donc, c'est le passage. Donc, c'est ça la théorie de l'émanation de Plotin, qui est une théorie originale, puisque ça, on ne la trouve pas chez Platon, on ne la trouve pas chez Aristote non plus. Donc, c'est vraiment un apport, hein, de Plotin. Et comme il y a eu ce processus d'émanation, qui est une sorte d'aller de l'unité à la multiplicité, le mode de vie préconisé par Plotin, c'est de faire le retour, le chemin de retour, le reditus, comme vont dire savamment les latins, hein, c'est l'aller-retour. Il y a eu l'aller, très bien, on est dans le monde manifesté, bon ben maintenant, c'est à l'homme de faire le retour. Et donc, étape par étape, on remonte du monde terrestre au monde de l'âme, au monde de l'intellect, pour arriver à la fin à contempler l'un, contempler le bien. Et tout ceci se fait en développant, bon, quand on a vu la purification, mais surtout l'amour. Puisque ce n'est que par l'amour, le regard, la contemplation d'eux, mais surtout le lien d'amour qui unit celui qui est émané de celui dont il émane, que le chemin de retour pourra se faire. Donc vous voyez, c'est une voie discursive, philosophique, rationnelle, extrêmement rationnelle, puisque tout est vraiment très détaillé, mais aussi mystique, dans le sens des mystères, c'est-à-dire que finalement, là où le discours s'arrête, c'est l'amour qui prend le relais et qui est le seul vecteur de ce retour à l'unité. C'est-à-dire qu'il faut contempler d'où on vient, et c'est ce sentiment d'union, de contemplation,
qui fait que le retour est possible. Donc le discours philosophique chez Plotin et les successeurs, c'est pour justifier que ce retour est possible. C'est pour ça qu'il y a la théorie de l'émanation, pour dire vous pouvez revenir puisque le processus inverse s'est fait. Donc il faut simplement regravir les marches de l'escalier. C'est tout. Et cet escalier, il existe, puisqu'il a été descendu. C'est comme une cascade, ou je sais pas, une fontaine avec plusieurs niveaux. Bon, ben, l'eau, elle est descendue du haut jusqu'au bas, donc elle va pouvoir remonter du bas vers le haut. Et il y a un moment où la finalité, la fin, c'est l'union à l'un, ou bien ce que certains vont appeler l'union à Dieu, et là c'est une expérience assez indicible, où le discours s'arrête, pour faire place à l'expérience dont il est extrêmement difficile de transmettre. On dit que, ça c'est Porphyre qui raconte que Plotin de son vivant a vécu cette union à cet un, ce bien suprême, 4 fois. Durant en tout cas les 7 années que Porphyre a côtoyé Plotin. Donc ces états de contemplation, d'extase, si vous voulez, mystique, oui, et que lui-même, Porphyre, à l'âge de 68 ans, il y était parvenu une fois. Vous voyez, donc des expériences extrêmement rares. Moment privilégié, exceptionnel, où il y a cette union de l'intellect à l'unité, au bien. Donc, on va après reprendre ce processus. Déjà, je voulais vous l'expliquer dans sa totalité. La contemplation, là, elle ferait le pendant à l'émanation pour nous permettre de remonter. Oui. Parce que l'émanation comprend l'impulsion. Après, c'est la contemplation qui nous permet de gravir. C'est la contemplation. Ça fait pendant. Oui. Oui, c'est l'outil, enfin, entre guillemets, qui permet le retour, qui permet la remontée. C'est le processus exactement inverse. Donc, comme dans le processus d'émanation, ce rayonnement, c'est ça qui est intéressant dans l'image du rayonnement. La chaleur, la lumière qui rayonne reste toujours en lien avec la source. Et donc il y a toujours une union quelque part qui reste. Et c'est pour ça que c'est cette union qui permet le retour. Encore faut-il se situer dans cette perspective de l'union. C'est pour ça qu'il y a ces vertus purificatrices et tout ça, qui permettent. Alors, chez Aristote, il y a la notion, cette fameuse mode de vie théorique, la contemplation. Il n'y avait pas les étapes décrites. Parce que chez Aristote, il n'y a pas du tout cette vision de l'émanation. Chez Aristote, Dieu, c'est le moteur immobile, qui met tout en mouvement, mais c'est beaucoup moins concret. Là, on a tout le processus de l'émanation, et c'est détaillé très très précisément. Donc le retour, le mode de vie, va aussi être beaucoup plus balisé, si je puis dire, chez les néoplatoniciens que chez les aristotéliciens. Et après, il va y avoir une connotation religieuse, parce que ce chemin ascensionnel spirituel est le chemin religieux. C'est pour ça qu'il va y avoir des passerelles, déjà à l'époque de Plotin, parce que Plotin c'est le IIIe siècle, donc il y a déjà le christianisme. Donc c'est beaucoup plus pédagogique, et ce qui est incroyable, c'est que par exemple au XIIIe siècle, chez un Saint Bonaventure, on va trouver cet itinéraire. Ça va être presque copié-collé sur la vision de Plotin, cet itinerarium vers l'unité, avec tout ce que Bonaventure va expliquer sur les empreintes, sur les traces
qui sont laissées et qu'il faut, il faut se remettre dans les empreintes, dans les traces. Ça va, hein? Donc, vous voyez, c'est très riche parce qu'il y a du platonicien, il y a de l'aristotélicien, et puis il y a du plotin, quoi, voilà, qui va apporter avec ces éléments de l'Orient. Donc c'est le côté mystique, expérience vécue, qui va dominer dans le mode plotinien, alors que chez Aristote, on voit bien que c'est dans l'éthique à Nicomaque, c'est vu comme quelque chose de relativement inaccessible. Hein, bon, et si vous ne pouvez pas faire ça, voilà, faites de la vie politique. Enfin, c'est un peu comme ça qu'Aristote finissait son éthique, c'est-à-dire faites au mieux, quoi. Alors que chez Plotin, et il le montre par sa vie, c'est possible de vivre ces moments tout à fait exceptionnels, hors du temps et de l'espace. Il était chrétien, on le sait ou... Chrétien, non. Ah non. Ah non, c'était un bon païen. Il a une vision d'un monde... Ben oui, mais non. Il n'est pas chrétien du tout. Non. Oui. Mais l'âme sans Dieu... L'un, le bien, va être traduit par Dieu. Comme déjà chez Aristote, Dieu, le moteur immobile. Il y a déjà cette notion Dieu. Au IIIe siècle, il y a quand même l'influence du christianisme. Bien sûr, il y a des influences. Mais lui-même, n'est pas... Bien sûr. On fait la pause ? Oui. Eh oui. Je vais vous lire un tout petit extrait d'une description que Plotin fait de ces moments d'extase qu'il a vécu, pour que vous voyez un petit peu le style dans lequel ceci est décrit. Alors, on m'a demandé combien de temps duraient ces moments d'extase. Non, mais c'est une bonne question. Le problème, c'est que là, vraiment, je n'ai pas la réponse. Pourquoi vous riez ? Il a dit des bêtises. Quelques minutes. Quelques minutes, quelques heures, c'est très difficile à dire, puisque c'est vrai que c'est des moments où le temps s'arrête, n'existe plus, et celui qui vit cette expérience, en général, ne donne pas de précision sur la durée. Je conçois qu'on puisse effectivement se poser la question. Alors, j'ai pas lu toutes les œuvres de tous les mystiques du monde, mais donc Plotin, c'est un tout petit extrait de l'Énéade 6. Lorsque l'âme a la chance de le rencontrer, lorsqu'il vient à elle, mieux encore, lorsqu'il lui apparaît présent, lorsqu'elle se détourne de toute autre présence, s'étant préparée elle-même pour être la plus belle possible, et qu'elle est parvenue ainsi à la ressemblance avec lui, le voyant soudainement apparaître en elle, il n'y a plus rien entre eux, et ils ne sont plus deux, mais tous deux sont un. En effet, tu ne peux plus les distinguer aussi longtemps qu'il est là. L'image de cela, ce sont les amants et les aimés d'ici-bas, qui voudraient bien se fondre ensemble. Alors l'âme n'a plus conscience de son corps, ni qu'elle se trouve en ce corps, et elle ne dit plus qu'elle est quelque chose d'autre que lui. Là, c'est même, comme on va le voir, l'union de l'intellect avec l'un. Yes, c'est une expérience. Bon, là, je n'ai pas trop le temps de vous lire plus, mais c'est intéressant dans ce petit texte de voir une tonalité, une atmosphère nouvelle dans l'histoire de la philosophie antique. C'est-à-dire que le discours théorique ou philosophique va servir à montrer, mais sans exprimer ce qui le dépasse.
Là, il y a manifestement quelque chose qui dépasse le discours de l'ordre de l'expérience intime, d'expérience mystique, où il n'y a plus de conscience de soi, enfin de soi dans le sens de ressentir une séparation de soi avec l'univers. Il y a un anéantissement de soi, mais qui est en même temps un épanouissement du soi, c'est un peu paradoxal, et c'est un sentiment surtout de grande joie et de présence qui est à ce moment-là ressenti. Expérience indicible qui bouleverse toute la conscience par un sentiment de présence inexprimable. Donc, je vous ai indiqué de manière très schématique au tableau ce qu'on appelle la vision de l'émanation de Plotin, à partir de l'un ou du bien, c'est-à-dire de l'unité primordiale, qui va ensuite se transformer ou dont va rayonner, émaner des niveaux de réalité donc plus dans la multiplicité, avec donc l'intellect déjà, puis l'âme. Alors, ce que je vous propose, c'est de voir un peu plus dans le détail les 3 étapes de l'ascension, étant entendu que la théorie de l'émanation explique le passage de l'unité au multiple, puisque à partir de l'âme, il va y avoir le processus qui continue d'émanation ou de rayonnement, et ça va donner le monde terrestre, concret, tel qu'on le connaît. Donc, 3 étapes dans l'ascension, c'est-à-dire le chemin du retour. Première étape qui concerne donc l'âme. Quel est le travail déjà que doit faire l'âme ? Donc, la psyché. Si on sent. Vous vous rappelez, psyché, soma. Donc là, on va avoir soma, le monde concret. L'âme, c'est le monde psyché, le monde intermédiaire. Donc on voit de nouveau cette position intermédiaire de l'âme entre le monde de l'esprit et le monde concret, et la remontée donc de l'âme vers l'unité. Donc première étape, l'âme raisonnable se sépare de ce qui n'est pas elle. C'est-à-dire, là, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, l'âme a 2 possibilités, être uranienne ou terrestre. La Vénus Urania ou la Vénus Pandemos. Donc, première étape, choisir la Vénus Urania. C'est pour ça qu'il y a cette idée de séparer, pour l'âme raisonnable, se séparer de ce qui n'est pas elle, c'est-à-dire de se séparer des plaisirs, des peines qui résultent de la vie dans le corps. Donc, on tourne le dos à la Vénus Pandemos, pour la Vénus Urania, la Vénus céleste. C'est pour ça qu'il y a ce type d'expression, retranche et examine-toi. L'âme rentre quelque part dans elle-même, elle fait ce travail de séparation, de distinction, de discernement de ce qui est de sa vraie nature, qui pour Plotin, sa nature céleste, et de ce qui s'est rajouté, qui est le côté terrestre. C'est pour ça que vous verrez de très belles expressions sur enlève ce qui est superflu, ne cesse de sculpter ta propre statue. Il y a cette très belle image dans les Énéades de Plotin, que comme un sculpteur qui sculpte sa statue en marbre. Il part d'un bloc informe de marbre, mais il a la vision de ce qu'il veut sculpter. Et son travail consiste à enlever ce qui est superflu par rapport à la statue qu'il voit. Donc, sculpter la statue
ou sculpter sa propre statue intérieure, c'est pareil. On ne rajoute pas quelque chose, on enlève. C'est pour ça que ça s'appelle la purification. On enlève tout ce qui est de trop. Donc c'est exactement comme le sculpteur qui, face au bloc brut de marbre, voit la statue et va simplement, avec le marteau, avec le biseau, enlever ce qui est en trop. Et une fois que tout ce qui est en trop est enlevé, la statue émerge dans sa perfection. Donc pour le travail intérieur, c'est pareil. On enlève tout ce qui est en trop. Enlève ce qui est superflu. Ne cesse pas de sculpter ta propre statue. Donc, cette âme, elle choisit le chemin de l'âme rationnelle, enfin de l'âme raisonnable, de l'âme céleste, de la Vénus Urania. Et elle réduit au minimum les besoins ou les nécessités de l'âme terrestre. Ça ne veut pas dire qu'on ne lui donne pas à manger, donc il y a quelques plaisirs, quelques sensations évidemment qui restent, mais réduites au minimum. Vous voyez, c'est ça l'ascétisme. L'âme, cette âme ne peut raisonner et penser s'il n'y a avant elle une pensée, alors là avec un P majuscule, qui lui permet de raisonner et de connaître. C'est-à-dire que l'âme, dans ce travail de séparation ou de choix ou de conversion du regard, va choisir de regarder la pensée dont elle est issue, c'est-à-dire l'intellect. C'est ça, faire le choix de la Vénus Urania, de l'âme céleste, c'est regarder l'intellect. Et elle va reconnaître en elle les traces de l'intellect. C'est pour ça qu'on parle d'une âme raisonnable, d'une âme rationnelle, d'une âme intellective, aurait dit Aristote. Il dit, bon, moi en tant qu'âme, je viens de quelque part. Je viens d'une pensée, je viens d'un intellect. C'est pour ça qu'on peut écrire intellect avec soit une minuscule, c'est mon intellect à moi, soit avec une majuscule, parce que cet intellect à moi, particulier, il est une goutte ou une parcelle de l'intelligence cosmique, de la pensée cosmique. Que j'ai écrit là, intellect. Donc, ça, c'est la première étape. L'âme se tourne, contemple l'intellect parce qu'elle l'aime, elle est amoureuse de l'intellect. Vous avez vu dans le petit extrait que je viens de lire, ce côté amoureux. L'âme, elle est l'amante de l'intellect. C'est pour ça que c'est pas simplement une opération mentale, c'est aussi une opération, un processus du cœur, de l'amour. Cette âme, elle est pleine de gratitude envers l'intellect qui lui a donné naissance, ou dont elle est empreinte. L'âme a les empreintes, porte les empreintes de l'intellect, l'intelligence cosmique. Elle ne peut pas exister sans lui. Donc, c'est une gratitude envers ce qui a donné naissance. C'est ça le lien d'amour dont parle Plotin. Ce n'est pas une connaissance simplement intellectuelle, malgré le mot intellect, c'est ce nectar d'amour. Je vais vous lire une petite phrase. Voilà. Comment ça s'est passé dans l'émanation? L'intellect émane de l'un comme un rayonnement, une surabondance, et se trouve en contact immédiat avec lui. Par suite de ce toucher de l'un, l'intellect est épris d'amour. Vous voyez, c'est paradoxal. Un intellect, on imagine quelque chose d'assez froid, c'est l'intelligence est éprise d'amour, ivre de nectar. Elle s'épanouit dans la jouissance. C'est-à-dire que ce processus d'émanation, c'est un processus d'amour. Et donc, pour faire le chemin de retour, il faut pouvoir activer aussi cette énergie d'amour. Et
je ne comprends pas le sens des flèches, là, par rapport à ce que vous dites. Ah oui, le sens. Parce qu'il est. Ça, c'est le sens de l'émanation. L'un va rayonner la surabondance de l'un, donc va donner l'intellect, qui va être ivre de nectar et qui éprouve la jouissance de sortir du bien. Ensuite, l'intellect va rayonner et ça va donner l'âme. Et l'âme va ensuite être chargée d'imprégner aussi, d'irriguer le monde concret. Ça, c'est l'émanation, c'est le chemin d'aller de l'un vers le multiple. Ce qui est préconisé dans le mode de vie plotinien, c'est le retour. Et donc, on part de l'âme qui, déjà, première étape, doit faire le choix de ne pas totalement regarder vers Soma, mais de regarder vers l'intellect. C'est-à-dire vers celui qui lui a donné naissance. Ça, c'est le premier choix. Et, comme je disais, l'âme, elle est amoureuse, elle aime l'intellect. C'est pour ça qu'elle le contemple. Il y a une liaison elle est fascinée, attirée, et elle a envie de s'unir, quelque part. C'est mystique, comment ? C'est pas que ça fait mystique, c'est mystique. mais ça vient d'où, mystique ? Des mystères. Et ça, ça n'a pas été décrit comme ça chez Platon, mais relisez le Banquet, vous verrez que cette notion d'amour et d'amour de la beauté, il dit c'est une expérience que les gens avaient, par exemple, lors de l'initiation dans les mystères d'Éleusis. Il ne faut pas oublier, mystae, mystère, mystique. Ça vient de là, le terme mystique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire mystique ? Ça veut dire qu'il y a un discours philosophique, qui explique comment les choses se sont passées, mais il y a aussi, à un moment donné, dans l'expérience vécue, une limite du discours. C'est-à-dire qu'on arrive à une expérience qui est quelque part indicible. On a des descriptions, vous voyez, de ce qui se passe dans cet état d'extase, mais après, c'est quelque chose qui n'est pas transmissible en tant que tel. Et les mots, là, sont inopérants pour décrire les gens. Donc ça, c'est la première... Ça va mieux ? Oui. Voilà. Donc le sens des flèches. Donc maintenant, on est dans le retour. Voilà. C'est le retour. Et pourquoi le retour est-il possible ? Parce que l'aller s'est passé comme ça. Et donc, s'il y a eu l'aller, il ne peut y avoir qu'une possibilité de retour. En conscience. En conscience. Alors, donc, l'âme peut gravir les marches de l'escalier. Donc ça, c'était la première étape. Donc l'activité de l'âme raisonnable, c'est les raisonnements philosophiques, la pratique des vertus. Le premier niveau des vertus, décrit par Plotin, c'est les vertus purificatrices. Donc là, on est déjà dans une sorte de... on enlève ce qui est superflu, de purification de l'âme. C'est déjà pas mal. Deuxième étape. Là, il y a deux formes de connaissance possibles. Une connaissance de soi, comme âme raisonnable dépendant de l'intellect, mais qui reste sur le plan de la raison. Donc, c'est l'âme qui contemple l'intellect, mais l'âme continue à se sentir séparée de l'intellect. Première possibilité. Deuxième possibilité, qui est évidemment conseillée par Plotin, une connaissance de soi, c'est-à-dire de l'âme, comme devenant soi-même l'intellect. C'est-à-dire que là, l'âme réintègre l'intellect. Elle n'est plus séparée de l'intellect. Ça ne fait plus qu'un. Et cette étape, Plotin la décrit ainsi, alors, se connaître soi-même, c'est se connaître non plus comme un homme, mais comme devenu totalement autre, en s'étant arraché soi-même en haut pour n'entraîner que le meilleur de l'âme. C'est-à-dire que là,
on est déjà dans un plan vraiment supérieur où l'âme fusionne avec l'intelligence cosmique. Donc c'est plus l'âme individuelle. Elle devient l'intellect. Elle devient l'intellect. Elle fusionne avec l'intellect. Âme et intellect ne font plus qu'un. Et c'est cette fameuse image là qui est orientale, mais qui vraiment sert à comprendre le processus. C'est la goutte qui réintègre l'océan, quoi, hein. C'est la goutte qui n'a plus le sentiment d'être une goutte séparée des autres. Elle est de la nature de l'océan, elle réintègre l'océan. Donc ça, c'est la deuxième étape qui est déjà très exigeante, oui, par rapport à ça. Et là, on a une description dans l'Énéade 4 de cela. « Souvent, je m'éveille à moi-même en m'échappant de mon corps, étranger à toute autre chose, dans l'intimité de moi-même, je vois une beauté aussi merveilleuse qu'au possible. Je suis convaincue surtout alors que j'ai une destinée supérieure. Mon activité est le plus haut degré de la vie. Je suis unie à l'être divin et arrivée à cette activité, je me fixe en lui au-dessus des autres êtres intelligibles. Mais après ce repos dans l'être divin, redescendu de l'intelligence à la pensée réfléchie, je me demande comment j'opère actuellement cette descente et comment l'âme a jamais pu venir dans les corps. » C'est-à-dire qu'en fait, ce que Plotin est en train de dire, c'est que cette vision de l'émanation, il l'a eue une fois qu'il a vécu ces expériences de remontée. C'est pas un schéma théorique, voilà, schéma théorique, et ensuite on va essayer de le vivre et de l'expérimenter. On part de l'expérience, et c'est l'expérience qui va donner ces degrés. Parce que sinon, comment hiérarchiser ces états de conscience qui sont extrêmement subtils? C'est par l'expérience, où il voit que voilà, l'âme par rapport à l'intellect, bon, il y a deux possibilités, soit de contempler mais en restant extérieur, soit de fusionner. Et le discours, quelque part, vient après l'expérience, ou justifie, théorise l'expérience. Donc, que veut dire devenir intellect? C'est quand on dit l'âme devient intellect. C'est parce que l'intellect contient toutes les formes, toutes les pensées. En fait, c'est l'intelligence cosmique. Hein, la pensée primordiale, la pensée cosmique, la pensée divine. Et donc, chaque forme est à sa manière la totalité des formes. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'unification qui se passe. Les formes convergent vers la forme. C'est atteindre un état de parfaite transparence dans la relation à soi-même. On redevient le tout, déjà à ce niveau-là. Une perspective de totalité, c'est se penser non plus comme individu, mais comme pensée de la totalité. Ça, c'est quelque chose qu'on avait vu aussi chez les stoïciens, ne plus se penser comme une individualité, un morceau séparé du reste, mais on réintègre l'univers. C'est pour ça que ça peut paraître très, très austère, très ascétique, très abstrait, mais c'est aussi très, très beau, très merveilleux, c'est-à-dire s'ouvrir à la beauté merveilleuse du monde. Un peu comme les épicuriens, c'est-à-dire on se reconnaît comme parcelle de cette merveille, de cette magie du monde. Mais pour ça, il faut aller au-delà des reflets, hein, ou des apparences, pour aller vers la source. C'est vraiment cette idée de source chez Plotin. Pas tant la cause que la source. C'est plus imagé. Pas une cause abstraite. Hein, là, on va à la source. Alors, une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait? L'intellect, une fois que l'âme est devenue intelligence, hein, d'accord? L'intellect dans lequel nous sommes plongés est comme une vague qui, en se gonflant, nous soulève vers encore une autre vision. C'est-à-dire, c'est pas fini. Il y a une troisième et dernière étape. C'est-à-dire que là, il y a cette idée, c'est très beau, une vague.
voyez, on est amené comme dans une vague vers encore plus haut. On surfe, voilà, à la source. Mais l'image du surfeur n'est pas, quelque part, n'est pas mauvaise. C'est pour ça, c'est situé, vous avez vu déjà ces grandes vagues. Il reste dans la crête. C'est une image. On va tous faire du surf. Troisième étape de l'ascension. Troisième, donc vous avez compris. Première, c'est tout le travail de l'âme qui choisit de regarder l'intelligence. Deuxième étape, il y a fusion de l'âme avec l'intelligence. Et troisième étape, vous l'avez deviné, on revient vers l'unité. Vers l'unité, l'un bien. Donc là, on va trouver l'image de Platon. Et on va dire Dieu. Et Platon emploie aussi ce terme, en tout cas, c'est traduit aussi comme ça. Et là, on va trouver un peu l'image aristotélicienne. Donc, troisième étape, puisqu'au-delà de l'intellect existe une unité absolue et première. Et là, évidemment, c'est plus difficile pour le discours. Là, on dit que c'est très difficile d'exprimer ce qu'est l'unité absolue. Puisque dès qu'on cherche à qualifier l'unité, c'est-à-dire à lui donner un attribut, à dire l'unité est ta, ou l'unité se comporte comme ça, on ne parle plus de l'unité. C'est pour ça qu'il y a déjà là cette idée qu'on ne peut parler de l'un bien que parce qu'il n'est pas. Ce qu'on va appeler plus tard la théologie négative, c'est-à-dire on peut approcher Dieu par ce qu'il n'est pas. Là, on peut dire Dieu n'est pas limité, n'est pas connaissable, n'est pas fini, etc. Mais il est extrêmement difficile d'exprimer par des mots, par la pensée, ce qu'il est. Donc, on ne peut pas attacher un attribut ou un complément à l'un, ça c'est impossible. Et donc, le seul accès à cette réalité transcendante, c'est l'expérience unitive, mais qui ne peut pas faire l'objet d'un discours. Donc là, c'est la fusion, cet état donc d'extase totale, où l'intellect, l'intelligence, par cette contemplation et cet amour vers l'un bien, réintègre l'unité. Réintègre l'unité, réintègre le bien. Non, de son vivant. Plotin, quand on dit, Plotin a vécu cet état plusieurs fois dans sa vie. L'objectif, c'est de le vivre dans sa vie, pas après la mort. Autre chose. C'est la même relation qu'il y a entre l'intellect et le reste, qu'il y a entre l'âme. Exactement. C'est le même processus qu'il y a entre l'âme et l'intellect, cette relation d'amour de l'âme pour l'intellect, qui, à un niveau encore plus élevé, à une octave, on va dire, supérieure, est la relation entre l'intellect et l'unité. C'est parce que l'intellect... C'est quoi ce bruit ? Bon. C'est la relation d'amour qu'il y a entre l'intellect et l'un qui permet à l'intellect de se sentir partie intégrante du un. Il lui permet de revenir vers l'unité. L'unité est amour. Est-ce que l'unité est amour ? Oui, puisque, disons, ce n'est pas anthropomorphisé, mais cette unité, c'est un bien qui rayonne, quelque part, c'est un rayonnement de vie, de lumière et d'amour. Simplement d'un amour à la Platon, c'est-à-dire, pas d'un amour qui est un lien au-delà du ressenti, bien au-delà du ressenti. C'est une énergie d'union.
et comme pouvait l'être Eros dans la vision socratique ou platonicienne. Eros, c'est l'amour. Mais c'est aussi l'amour, la nécessité, ce qui fait que de toute façon, le monde ne pouvait pas être créé autrement. Donc c'est pas le sacrifice du Dieu qui crée les créatures, c'est une sorte de surabondance d'énergie, d'amour, de lumière qui fait que le monde se crée. Et que l'on peut donc revenir à donc c'est un amour, mais c'est plus dans le sens du lien, de la liaison avec. C'est pas affectif. Enfin, comment dire, enfin, je t'aime, même. Non, c'est pas ça. C'est difficile à dire, mais dont l'amour est une image, est un reflet. Hein, c'est un reflet de quelque chose de plus puissant. Il faudrait un autre mot, mais c'est là où c'est là la limite du discours, puisque nous sommes obligés d'employer des mots qui sont extrêmement pauvres et réducteurs par rapport à l'expérience qui est vécue. Alors, donc c'est ainsi. Donc, après, ce que simplement Plotin dit, c'est que c'est une nouvelle expérience de la conscience qui n'éprouve plus l'impression d'être elle-même. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une réintégration dans le 1, mais c'est vécu comme, parce qu'on peut le voir par la négative, comme une sorte d'extinction, d'annihilation de l'identité personnelle, et Plotin, au contraire, le décrit comme quelque chose de très positif, dans le sens d'un épanouissement de soi, d'une intensification de soi. On n'est jamais plus soi-même qu'à ce moment-là. Ça peut paraître très paradoxal. Mais parce que là, on a vraiment fusionné avec la source dont on est issu. Pas de frustration quand il revient à l'état... La frustration, non, il y a la mémoire. Ça c'est très platonicien, c'est-à-dire celui qui est sorti de la caverne et qui y re-rentre, de toute façon il y re-rentre transformé. Et surtout, la condition c'est de garder mémoire. S'il s'en souvient, s'il fait effort de mémoire, c'est pour ça que Platon insiste beaucoup sur la mémoire, parce qu'il n'est pas suffisant de vivre cet instant, il faut pouvoir s'en souvenir et qu'il balise un chemin, que d'expérience en expérience, il y ait une mémoire, parce que sinon ça peut être même pire que de ne pas le vivre, cet état. Parce qu'on peut effectivement en avoir la nostalgie, ce qu'Eliade appelle la nostalgie des origines. Et donc il faut travailler. C'est un matériau, c'est une pratique, oui, qui permet de, par mémorisation, tracer un chemin. Et pas être dans la frustration ou dans la nostalgie, mais dans l'émerveillement. Et de ne pas rechercher cet état-là non plus, mais de savoir qu'il peut arriver. C'est-à-dire... Là, pour Plotin, il recherche quand même. Il recherche cet état. Non, c'est un état qui arrive un peu par, comme la grâce dans les textes chrétiens, par surcroît. C'est pas une fin en soi. Cet état arrive, et s'il arrive, on l'accueille. Mais il n'est pas recherché en tant que tel, parce que la recherche, c'est du désir. C'est-à-dire... Et ce que disent aussi les orientaux, le seul moyen de ne pas atteindre la libération, c'est de la rechercher. Donc c'est très paradoxal. On la recherche sans la rechercher tout en la recherchant. Mais il y a un détachement du fait de... Et c'est pour ça que jamais Plotin ne s'est glorifié de quoi que ce soit. C'est son disciple qui dit. Ah oui, il a connu l'état d'extase. Lui-même n'a jamais dit. Et c'est toujours un critère aussi. Toujours être très prudent quand on affiche... ça fait partie de l'expérience intime, indicible. Ce qui n'empêche pas de donner de manière pédagogique le chemin à suivre, mais après, sur cette expérience majeure, il y a très peu de témoignages.
Donc l'âme humaine peut regravir les étapes en sens inverse, c'est-à-dire que de revenir à cet état de surabondance qui est le propre de l'état originel. S'il y a eu surabondance au début, il y a surabondance à la fin, mais en conscience. Et donc on revient au monde où tout est possible. Donc le maximum de l'épanouissement humain. Donc c'est pour ça qu'il va distinguer 3 niveaux de vertus. Là, passe vite. Les vertus, il va intégrer les vertus cardinales de Platon comme vertus purificatrices, comme vertu civique presque, vertu de base, la modération, le courage, la sagesse, la justice, qui étaient les vertus platoniciennes. Pour lui, c'est le premier niveau, vous voyez. Les vertus éthiques, les vertus purificatrices. Et ensuite, on a les vertus de l'âme vraiment purifiée, donc qui va pouvoir faire ce chemin de retour. Et c'est Porphyre qui explique que la contemplation devient en conséquence transformation de soi, retour au véritable moi qui n'est autre que l'esprit en nous. Et il dit, le retour ne se fait à rien d'autre qu'à notre véritable moi. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a cette expression que ce retour permet d'être véritablement soi. On ne devient pas un autre. Mais au contraire, on a enlevé, comme le sculpteur, tout ce qui n'est pas soi. Donc il permet de revenir à notre véritable moi. L'assimilation ne nous assimile à rien d'autre qu'à notre véritable moi. Notre véritable moi, c'est l'esprit, et la fin que nous recherchons, c'est vivre selon l'esprit. Voilà. Donc, il y a différents niveaux. On peut vivre selon l'esprit, déjà au niveau de l'âme, au niveau de l'intellect, et puis au niveau de l'un bien, du nous, de l'esprit, de Dieu. Mais là, c'est vraiment le maximum possible de l'expérience humaine. L'âme purifiée qui peut faire le trajet vers l'intellect. Donc c'est une contemplation, on se tourne vers là d'où on vient. C'est pour ça que ce n'est pas c'est un processus qui apparaît très naturel en fait. On n'ajoute rien, on retranche tout ce qui gêne ce retour à l'unité. Ça va ? Alors, ça, c'est la spécificité néo-platonicienne. Avec donc Plotin, Porphyre, et ensuite, avec ceux qui vont suivre, il va y avoir d'autres orientations qui vont être prises, qui vont être toujours des sortes de synthèse ou de syncrétisme, disons, entre le platonisme, l'aristotélisme, vous voyez même quelques éléments stoïciens, et puis les religions, et notamment tout ce qui est culte à mystère, qui nous vient du Moyen-Orient, de la Perse, voire de l'Extrême-Orient. D'où cette intégration de ce qu'on appelle la théurgie, c'est-à-dire le côté religieux et rituel religieux dans le courant néo-platonicien. Donc là, on a vraiment quelque chose de très original, et évidemment qu'on ne peut pas enlever du contexte de l'époque, qui est le développement du christianisme. Et ça, on verra ça évidemment à Alexandrie, où coexistent le judaïsme, le christianisme, tous ces courants de philosophie antique, de philosophie païenne, avec en plus les cultes de Mithra, les cultes de Cybèle, les cultes d'Isis, enfin tous les cultes dits mystériques. Donc ça va donner une sorte de visages extrêmement déroutants, y compris pour des courants qui demeurent philosophiques, mais qui deviennent autant religieux que philosophiques. Vous voyez, donc ça, c'est la grande originalité de ces courants, de ces écoles philosophiques, donc des premiers siècles, avec tout ce que je vous ai expliqué au début sur cette ère du commentaire de texte.
Ça permet de comprendre la continuité avec la période médiévale où là, il va y avoir des commentaires et à n'en plus finir. Ça va ? Hein ? Comment ? Yves, il dit quoi ? Ça va ? Il est poli, il est gentil. Il va faire une conférence demain sur Boès, que je vous recommande. La consolation de la philosophie. Que ça console la philosophie quand même. Absolument. Bon. Bon, voilà notre petit voyage. Donc, vous voyez, les écoles classiques, platonisme, aristotélisme, les écoles hellénistiques, stoïciens, épicuriens, et puis les écoles d'après, la période hellénistique, jusqu'au 7e, 8e siècle. À Alexandrie, en tout cas, jusqu'au 7e, 8e siècle de notre ère. Vous voyez, quand même, le Moyen-Âge, notre Moyen-Âge. En fait, tout ce que tu viens de nous démontrer, là, on le retrouve dans Soma, Psyché et Nélis. Oui. Oui, sauf que là, il y a vraiment un chemin. Vraiment, la spécificité de Plotin est d'avoir montré le chemin, d'avoir balisé les étapes, le chemin du retour, quoi. Hein, ça, c'est la spécificité. Et ça, les penseurs de l'islam, les penseurs platoniciens, mais qui en fait sont des penseurs néo-platoniciens de l'islam, vont développer ceci, avec la notion de hiérarchie des intelligences, de retour. Ils vont vraiment s'approprier et développer, dans le cadre de l'islam, ce cheminement. Et dans le christianisme, où on le retrouve, ce cheminement ? Alors, de la manière la plus fidèle, je dirais qu'on le retrouve chez saint Bonaventure, qui est le contemporain de saint Thomas d'Aquin, mais saint Thomas d'Aquin va privilégier plus le côté rationnel que Bonaventure, qui va garder cet aspect mystique. L'itinerarium de saint Bonaventure est très très proche de l'ascension de Plotin, avec, comme il explique, les traces, les empreintes qui sont laissées et dans lesquelles on va mettre ses pas, parce qu'elles sont laissées, ces empreintes. Donc il y a l'empreinte du un dans l'intellect, il y a l'empreinte de l'intellect dans l'âme, et donc on remonte en mettant ses pas dans les empreintes qui sont laissées. Enfin, c'est une image, hein. Mais ça, Bonaventure l'explique bien dans son itinerarium, ça veut bien dire l'itinéraire. Et c'est clairement l'itinéraire du retour. Donc on le retrouve, et on va le retrouver chez tous les mystiques presque de l'islam. Oui. De toute façon, c'est vrai que chez tous les mystiques, on va trouver des éléments assez proches. Là, l'intérêt chez Plotin et Porphyre, c'est que il y a quand même le discours, il y a le corpus doctrinal qui est quand même extrêmement puissant et charpenté, quoi. Hein? Qui aide à se raccrocher au manche. Voilà, qui aide malgré tout. Donc après, on va s'intéresser plus à ce qui se passe à Rome et à Alexandrie. Enfin là, on va reprendre un petit peu la suite de tout ça. Et par rapport à Plotin, alors, les suivants que tu nous as indiqués. Porphyre, Jamblique. Oui, voilà, oui, il y a des modifications. Oui, beaucoup. Porphyre, il y a, de toute façon, on connaît aussi beaucoup de choses de Plotin par Porphyre. La grande modification sera avec Jamblique, où lui va être extrêmement fasciné par les cultes à mystère et par la théurgie, justement. Il va s'intéresser à l'Égypte, à l'hermétisme et tout ça. Donc là, avec Jamblique, il y a vraiment une orientation différente. Là, c'est quelque chose, on avait vu, je crois, il y a 2 ans, on avait étudié Porphyre, Jamblique. Donc, je vous renvoie à ce qu'on avait étudié là-dessus. Cette année, non. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec le chemin ou non, pas du tout. Non. Bien sûr. Mais c'est un autre contexte. Ouais. Mais de toute façon, c'est toujours un chemin du multiple vers l'un. Hein. Ça, c'est sûr. Maman, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Parce que le bouddhisme est le bouddhisme, enfin l'hindouisme est l'hindouisme, disons. Il y a évidemment des éléments communs, mais après une spécificité du contexte, de la mentalité, qui fait que, voilà, ça s'exprime
de telle manière, mais qu'on ne peut pas réduire ni amalgamer à une autre manière. Ça, c'est la grande difficulté de faire l'analyse comparée. C'est-à-dire, bien sûr qu'il y a des éléments semblables, mais il y a aussi des spécificités. Il ne faut pas gommer les spécificités, sinon à la fin, on ne dit plus rien. Enfin, tout est dans tout, et réciproquement, et basta. Enfin, c'est un peu lapidaire ce que je dis, mais c'est parce qu'il est divin et qu'on a faim et qu'il faut conclure. Voilà.